Bonjour. Donc nous allons reprendre aujourd'hui et approfondir la réalité des microzymas qui ont donc été découverts par le professeur Antoine Béchamp au XIXe siècle. Alors un peu d'histoire d'abord. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il y a eu un très très grand savant qui s'appelait Lavoisier et qui a mis en place toutes les bases de la chimie moderne. Et ce sont des connaissances qui sont toujours valides et toujours utilisées aujourd'hui dans notre communauté scientifique. Et il est extrêmement important de bien en prendre conscience parce que ces bases rigoureusement scientifiques nous permettent d'avancer réellement vers une vision de la vie qui est authentique. Même si nous ne pouvons pas savoir ce qu'est la vie, nous pouvons comprendre comment elle fonctionne. Et donc Lavoisier a fait un travail extraordinaire pour nous permettre de comprendre les mécanismes chimiques à la base de la vie. Au XIXe siècle, donc, deux personnalités majeures vont s'affronter. D'un côté, Louis Pasteur, de l'autre côté, Antoine Béchamp. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Et c'est à Louis Pasteur que nous devons le paradigme qui est, c'est-à-dire le système de pensée scientifique qui se trouve à la base de notre médecine moderne. Et c'est un paradigme qui est basé sur la notion de guerre. C'est une guerre perpétuelle entre un organisme, un être organisé, un organisme complexe, que ce soit un végétal, un insecte, un animal, un humain, et des micro-organismes microscopiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui correspondent sur le plan de la psychosomatique à la peur dans la nuque, puisqu'on ne les voit pas venir. Ces micro-organismes viennent agresser l'être organisé et déclencher des pathologies, des maladies qui vont pouvoir, dans certains cas, le tuer. Ce qui, quelque part, sous-entend qu'il y a une intelligence perverse, négative, absurde chez ces micro-organismes, d'autant plus absurde qu'une fois leur hôte tué, eux-mêmes vont disparaître. Donc, ils n'ont quelque part aucun intérêt à la mort de leur hôte. Donc, on est dans un non-sens, un contresens évident. Pasteur a reconnu sur son lit de mort qu'il s'était trompé et que tout ceci n'était que mythe, sans consistance et sans fondement scientifique. Malheureusement, autant il a été entendu tout au long de sa carrière politique et pseudo-scientifique, autant il n'a pas été entendu lorsqu'il a reconnu la vérité. Et c'est bien dommage parce que notre médecine moderne s'est installée dans une trajectoire qui n'est pas vraie, qui n'est pas adéquate et qui l'amène à mettre en place des protocoles thérapeutiques mortifères. J'ai encore eu ces jours-ci une communication par mail avec une personne qui a un cancer du sein depuis 13 ans et qui a refusé tous les protocoles classiques et qui me dit c'est absolument incroyable de voir que toutes les personnes de mon entourage qui ont été touchées par le même genre de maladie à la même époque que moi et qui ont suivi le protocole classique sont toutes mortes, alors qu'elle est toujours vivante, en pleine forme, même si son cancer du sein n'est pas réglé, puisqu'elle n'a pas encore abordé la dimension psychosomatique qui lui permettrait de mettre en œuvre le processus de guérison. Voilà, je pense que la médecine moderne fait fausse route, elle a fait d'énormes progrès sur le plan mécanique, sur le plan chirurgical, sur le plan de l'imagerie médicale, sur des tas de plans, sur le plan de l'anesthésie, sur des tas de choses, mais par contre, au niveau du cancer, elle est aujourd'hui face à un mur et quoi qu'elle fasse, elle ne fait plus aucun progrès. Nous savons depuis 2007, suite à des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses statistiques sur des dizaines de milliers de cas aux États-Unis, en Australie,
que la chimiothérapie ne sert à rien, qu'elle doit être abandonnée. Nous le savons depuis 2007, on continue à l'utiliser parce que bien sûr il y a d'énormes intérêts financiers sous-jacents, mais pas que pour ça, parce que ces gens-là n'ont pas d'autre optique que l'optique de la guerre. Ils se battent contre les pathologies sans en comprendre le sens. Ils sont dans un système de guerre à outrance. Ils font la guerre, ils utilisent des armes modernes. Alors, on pourrait comparer parfaitement la médecine d'aujourd'hui à toutes les guerres que nous observons partout dans le globe, avec bien sûr des armes mécaniques, l'arme blanche, c'est-à-dire le bistouri, à des armes chimiques, les antibiotiques, les antalgiques, les anti-inflammatoires, mais aussi les chimiothérapies bien sûr, qui sont des poisons d'une violence inouïe. Comme par hasard d'ailleurs, la principale chimiothérapie, c'est le gaz sarin ou gaz moutarde qui était utilisé par les Allemands contre les Français pendant la guerre de 14-18. Donc c'est pas forcément des molécules très nouvelles parfois, mais ce sont vraiment des armes de guerre. Et puis, il y a bien sûr l'arme atomique, la radiothérapie, toutes ces techniques-là qui ont pour but de brûler, de carboniser des structures qui sont soi-disant mauvaises pour la vie. Et en fait, quand par hasard ces techniques sont efficaces, on se retrouve dans le cas de figure d'un individu qui serait en train de faire une traversée en mer, et puis qui, à l'occasion d'une vague inattendue, se retrouve à l'eau, à qui on envoie une bouée de sauvetage, et bon, cette bouée de sauvetage, c'est par rapport à la morphologie de son corps une anomalie, et par conséquent, le premier but des gens qui vont le secourir, après lui avoir envoyé la bouée de sauvetage, ça va être de crever la bouée de sauvetage pour qu'il puisse retrouver la ligne normale. Mais si on crève la bouée de sauvetage, il en meurt. Et c'est bien le problème de cette médecine moderne. Il faut bien comprendre que la science biologique officielle fonctionne également avec le paradigme de M. Pasteur. C'est-à-dire que, au lieu d'examiner le vivant, Pasteur avait recommandé à l'époque de ne jamais observer le vivant au-delà d'un grossissement de 400. Pourquoi? Parce que au-delà d'un grossissement de 400, on observait les microzymas. Et les microzymas, c'était la découverte majeure de son concurrent de l'époque, à savoir le professeur Antoine Béchamp. Et donc ça, il n'en était pas question, c'était quelque chose que Pasteur a voulu nier, a voulu mettre sous le boisseau, et c'est dramatique. Eh bien, la biologie moderne, pour continuer à nier la réalité des microzymas, lorsqu'elle observe le vivant, c'est-à-dire des tissus vivants, quels qu'ils soient, utilise un protocole qui est absolument étonnant. Et j'ai été le premier surpris. C'est un monsieur, c'est une histoire tout à fait rocambolesque. C'est un monsieur, un jour, lorsque j'étais dans ma guerre, entre guillemets, moi aussi j'ai été à une période de ma vie dans la guerre, là c'était contre l'usage abusif des vaccinations, un monsieur qui m'a demandé un rendez-vous, et j'ai vu arriver un monsieur qui ressemblait à un représentant avec d'énormes classeurs sous les bras, et pendant 2 heures, il m'a raconté son travail. C'était un industriel, c'est un monsieur qui était riche, et il a pu louer pendant quelques mois les services d'un laboratoire d'anatomopathologie et faire toutes sortes d'expériences avec l'aide des assistants de ce laboratoire. Et il a pu me démontrer des choses étonnantes. D'abord que jamais les cellules ne se divisent. On constate que de nouvelles cellules apparaissent, mais on ne les voit jamais se diviser si on utilise des techniques d'examen qui sont respectueuses du vivant. C'est déjà tout à fait étonnant, tout à fait étrange. On ne voit non plus jamais de chromosomes, on ne voit jamais les fameux fuseaux qui caractérisent les mitoses, les méioses, les multiplications cellulaires. Mais bon, ça peut-être que les biologistes officiels ont oublié. Mais déjà au XIXe siècle, on savait très bien que la méiose, qui correspond à la division des gamètes, et à la division qui précède la création des gamètes, c'est-à-dire des cellules qui n'auraient soi-disant que un demi-chromosome, donc découpé dans le sens de la longueur, par gamète, eh bien, ces fameuses méioses sont là aussi des
des artefacts, c'est-à-dire des fausses images qui sont provoquées par le mode de préparation des tissus. Parce que dans la réalité, donc, nous savons parfaitement que les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes, qui sont les gamètes mâles, fabriquent simultanément entre 10 et 15 spermatozoïdes en même temps, que lorsque ces spermatozoïdes sont terminés, la cellule les évacue dans le tube séminifère qui est juxtaposé et est capable de refaire de nouveaux spermatozoïdes. Donc tout le mythe de la division cellulaire s'effondre quand on regarde effectivement le vivant. Donc ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Alors, comment ces gens-là font-ils pour observer le vivant? Lorsque vous avez, par exemple, une pathologie, que vous faites une biopsie, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour ce morceau de vous-même qu'on a prélevé? Eh bien, il faut savoir que dans un premier temps, ce morceau est plongé dans du formol. Du formol qui a pour but de pénétrer au cœur du tissu vivant et de tuer toute la vie au cœur de ce tissu vivant. Donc, pour des biologistes qui veulent regarder la vie, on est déjà dans une aberration totale. Deuxième temps, on sait que la vie représente en moyenne 80% d'eau. Toute matière vivante, c'est au moins 80% d'eau. Eh bien, le deuxième temps du protocole utilisé par les biologistes modernes, c'est d'évacuer l'eau, de remplacer l'eau par de l'alcool pur. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point on est dans le contresens, dans le non-sens, dans l'aberration. Le troisième temps, on fait ce qu'on appelle un nettoyage à sec, c'est-à-dire qu'on élimine toutes les matières grasses en utilisant non pas du trichloroéthylène, mais du toluène, ce qui est à peu près la même chose et qui a exactement les mêmes effets. Quatrième temps, alors là ça varie selon qu'on fait la microscopie optique ou électronique. On va prendre la microscopie optique pour commencer. On fait une inclusion dans de la paraffine brûlante. Il faut que cette paraffine soit suffisamment brûlante pour être assez fluide, pour venir pénétrer, remplacer l'alcool, remplacer remplir les espaces où il y avait des matières grasses qui ont été ôtées, etc. Venir vraiment au cœur du vivant. Cette paraffine brûlante, donc, va pénétrer au cœur du vivant, puis on va la laisser se refroidir pour que il y ait un bloc qu'on va laisser, qui va se durcir relativement. Ensuite, on fait des coupes. Pour les coupes, on utilise non pas un système de machine pour faire les tranches de jambon qui sont régulières et qui sont bien faites avec une scie circulaire et un système qui avance. Non, on utilise un système de guillotine. On appelle ça le microtome. Ça fait sérieux, ça fait tout de suite bien. Si on dit un microtome, n'est-ce pas? On a l'air tout de suite d'être très scientifique. Un microtome, c'est une guillotine qui utilise une lame de rasoir. Et les coupes sont plus fines que le tranchant de la lame de rasoir. Et bien évidemment, la lame de rasoir n'est pas changée à chaque coupe. Et bien évidemment, c'est pas possible. Donc, très rapidement, la lame de rasoir, le tranchant de la lame de rasoir va avoir des éraillures qui vont déclencher, qui vont provoquer, bien évidemment, des dilacérations au niveau des coupes, puisque les coupes sont ultra fines. Et lorsque les coupes sont faites, elles sont complètement fripées, elles sont dilacérées par les éraillures de la lame, et elles sont totalement fripées. Donc il faut les recueillir dans un bac rempli d'eau, on les laisse se défriper, on les récupère, on les pêche littéralement avec une lame en verre, on passe la lame en verre sur la flamme d'un bec benzène à 600-700 degrés pour souder littéralement la coupe dans le verre. Ensuite, il faut faire un nouveau nettoyage sec pour enlever la paraffine, mais on a à ce moment-là une tache opalescente sur laquelle on ne voit strictement rien. Donc il faut plonger la lame dans un acide chlorhydrique ou un acide sulfurique hyper fort qui va creuser des trous, des stries à l'intérieur de la coupe. Ces stries vont pouvoir recueillir des colorants qu'on va mettre ensuite. Ensuite, on met un baume, une contre-lame, et on s'extasie sur la vie. Alors, vous imaginez, ça n'a rien à voir avec le réel. On est dans un monde de fous. C'est du n'importe quoi. Et bien sûr, avec ça, ils vont voir des images bizarroïdes, ils vont voir des mitoses. Alors, aujourd'hui, avec la science du dessin animé, ils sont capables de vous faire croire que ces mitoses sont une réalité. C'est-à-dire que ils vous montrent des images de tissu vivant et puis tout d'un coup, vous passez en dessin animé et vous voyez à peine la transition tellement c'est bien fichu. Mais en fait, dans la réalité, il n'y a jamais de mitose, il n'y a jamais de méiose. Toutes ces images de fuseaux, de chromosomes et tout ça, ce sont des inventions gratuites. Il n'y a pas de réalité objective derrière. En microscopie électronique, on revient en arrière. Donc, au départ, il y a toujours le formol, la déshydratation, le dégraissage, et l'inclusion se fait dans du plastique liquide, et puis il faut rajouter dans ce plastique un produit, un cicatif qui va durcir le plastique. Les coupes sont faites
une fois que le plastique est durci. Elles sont également ultra fines, faites avec un microtome, mais là, c'est plus résistant que la paraffine, donc c'est peut-être un peu moins dinocéré. Mais quand même, faut pas se leurrer. Les coupes sont récupérées sur une grille métallique qui est percée de petits trous minuscules, et ce sont les électrons qui vont traverser les trous qui vont pouvoir impacter le film sensible qui va nous donner l'image. Mais avant cela, il faut mettre une couche de peinture métallique à base de tungstène sur cette coupe. C'est-à-dire que c'est le genre de peinture qu'on utilise pour les voitures. Vous imaginez un petit peu qu'est-ce que vous allez voir, et c'est avec ça qu'ils voient les soi-disant bactériophages, qui seraient d'énormes virus, qui sont simplement des concrétions de peinture, et ça n'a rien à voir avec une réalité. Voilà, donc je crois que il faut quand même accepter de remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur la microbiologie. La microbiologie n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Il n'y a pas de division cellulaire. Les cellules sont bâties, construites par les microzymas, comme nous allons le voir avec les travaux remarquables du professeur Antoine Béchamp. Sachez quand même, entre guillemets, entre parenthèses, que Pasteur était licencié en sciences physiques et sciences chimiques, mais il n'avait aucune compétence en biologie. Et tous les soi-disant travaux qu'il a pu mener durant sa vie, c'était essentiellement de lire les comptes rendus des travaux de ses confrères et de se les approprier avec une autorité et un culot absolument invraisemblable. Mais voilà, ça a marché pour lui, et il a eu les honneurs, il a eu la postérité, il est aujourd'hui devenu le grand dieu national et mondial de notre société moderne, et c'est complètement aberrant. Béchamp est né quelques années avant Pasteur. Il est né en 1816, donc il a 6 ans de plus que Pasteur. Il est né en 1908, donc il est mort bien plus tard. C'était un monsieur, c'était le fils d'une famille de très très pauvre, c'était des meuniers, et c'était une famille nombreuse avec une éducation très rigide, et des gens qui étaient pauvres, et donc ils n'auraient jamais pu faire d'études s'il était resté au cœur de cette famille. Et puis vers l'âge de 6 ans, un de ses oncles qui est consul en Roumanie, enfin consul, oui c'est ça je crois, ambassadeur, je sais pas trop comment on dit, qui est ambassadeur en Roumanie, qui passe un jour par là, qui découvre ce petit garçon au milieu de cette fratrie nombreuse, et qui découvre sa vivacité d'esprit, son intelligence extraordinaire, qui en prend conscience et qui propose à la famille de le prendre avec lui en Roumanie pour lui faire des études, pour lui payer ses études. Et donc Béchamp va partir avec son oncle à l'âge de 6 ans, et il ne rentrera de Roumanie qu'à l'âge de 18 ans. Après avoir fait des études extrêmement brillantes, après avoir obtenu son certificat de pharmacien, donc le baccalauréat, le certificat de pharmacien, toutes ces choses-là. Mais il rentre à l'âge de 18 ans parce que son oncle meurt brutalement, et donc bien sûr il ne peut plus rester en Roumanie. Il rentre chez ses parents qui habitent près de Strasbourg. Il sait très bien que ses parents ne sont pas en état d'assumer la poursuite de ses études, et puis poursuite de ses études qui va être d'autant plus nécessaire que il ne parle plus le français, il l'a complètement oublié puisqu'il n'est pas rentré entre l'âge de 6 ans et 18 ans, il n'est jamais rentré en France. Il a donc complètement oublié sa langue maternelle, et tous ses diplômes, toutes ses compétences ne sont pas validées par la France. Donc il va être obligé de refaire ses études à zéro. Mais tout en menant ses études de manière extrêmement active, il va trouver un travail comme aide pharmacien, assistant d'un pharmacien à côté de là où habitent ses parents, et puis il va s'inscrire à l'école de pharmacie de Strasbourg. Il va donc obtenir son doctorat en pharmacie, et puis il va continuer à bûcher, il va obtenir le doctorat en médecine. C'est vraiment un homme d'une compétence et d'une puissance de travail extraordinaire. Lorsqu'il obtient son diplôme de pharmacien, entre-temps, il va se marier, mais il pratique quelque temps le travail de pharmacien en officine, et puis il constate très vite qu'il ne pourra pas faire ses recherches. Or, il est passionné à l'idée de comprendre, de chercher, de trouver tout ça, et donc il se lance, il approfondit ses études pour obtenir un poste d'enseignant. Il va être professeur de chimie, de pharmacie, de plein de choses. Alors, pendant très très longtemps, pendant quelques années à Strasbourg, et puis ensuite à Montpellier pendant 20 ans, puis ensuite à Lille, où il va participer à la création de la faculté libre de Lille en tant que doyen.
Voilà, toute sa vie va être une vie de travail acharné dans l'enseignement et en parallèle de travail acharné dans la recherche. Donc il a un laboratoire de recherche en biologie et lui va toujours travailler sur le vivant. Il ne s'autorisera jamais des protocoles tels que ceux que je vous ai expliqués tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les scientifiques voulaient absolument démontrer que la vie pouvait apparaître sans Dieu, sans qu'il y ait un créateur, sans qu'il y ait une intelligence à l'origine de cette vie. Et pour cela, eh bien, il travaillait sur les fermentations en observant qu'un liquide laissé à l'abandon sur une paillasse de cuisine ou sur une paillasse de laboratoire, eh bien, il apparaissait très rapidement des fermentations avec des dégagements de gaz et tout ça. Et donc, ils ont conclu que la vie apparaissait de manière spontanée. Bon, très rapidement, Béchamp va pouvoir démontrer que ce processus spontané est strictement impossible s'il n'y a pas contamination par des germes venant de l'extérieur et qui sont transportés par les poussières de l'air. Ce que Pasteur va reprendre ensuite pour servir de base à sa théorie de la guerre bactérienne, bien évidemment. Ce qui est clair, c'est qu'il s'agissait de milieux qui n'étaient pas organisés ou qui étaient désorganisés. Si c'est une soupe de légumes, par exemple, au départ, il y a des légumes qui sont organisés, mais lorsque c'est sous forme de soupe, eh bien évidemment, il y a plus la moindre trace d'organisation. Alors, s'il est vrai que des bactéries ou des microzymas, des microbes venant de l'extérieur sont capables de contaminer un milieu non organisé, Béchamp a très vite pu démontrer que c'était strictement impossible sur un être organisé, à moins d'inoculer simultanément le milieu dans lequel les bactéries évoluaient. Donc, dès qu'on est sur un être organisé, les bactéries ou les microzymas étrangers ne déclenchent pas la soi-disant maladie, qui en fait est un processus de guérison. Ça, on le comprend après quand on intègre la dimension psychosomatique. Voilà. Donc, Béchamp étudie les microzymas. Pourquoi les microzymas? Parce qu'il constate que ces bactéries ne sont pas toujours présentes, mais qu'il y a des microcellules absolument minuscules qui sont visibles à un grossissement d'au moins 700 et que ces microcellules semblent être à l'origine de ce processus de transformation, de fermentation de ces milieux non organisés. Donc Béchamp se lance dans l'étude de ces microcellules. Et il va constater très vite un certain nombre de propriétés extraordinaires, tout à fait étonnantes de ces microcellules qu'il a baptisées microzymas. Alors la première immense propriété de ces microcellules, c'est qu'elles synthétisent les enzymes qu'on appelait à l'époque des zymases. C'est d'ailleurs pour ça que Béchamp les a baptisées microzymas. Donc là, il a fait des expériences de manière rigoureusement scientifique, qui prouve par A plus B que ces zymases sont capables de déclencher des réactions chimiques absolument prodigieuses dans le vivant, à des doses extrêmement faibles, avec une puissance tout à fait étonnante et à des quantités infinitésimales et avec un infini respect de l'environnement. Donc les mêmes réactions chimiques dans un tube à essai avec des substances chimiques nécessiteraient des alcalis ou des acides d'une force et d'une violence inouïe et des températures de 5 à 600 degrés. Or les enzymes sont capables donc de faire les mêmes réactions à dose infinitésimale à une température de 30 ou de 20 à 40 degrés, donc c'est une température relativement faible par rapport aux 600 degrés nécessaires pour le tube à essai, et avec un infini respect de l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est la première propriété qu'il va mettre en évidence. Sachez quand même que quand Béchamp faisait une expérience, elle était répétée au moins 100 fois, 50 fois au moins dans des conditions identiques et 50 fois dans des conditions variables, c'est-à-dire avec plus ou moins d'air, plus ou moins de nutriments, de sucre, d'eau, etc., pour pouvoir vraiment se faire une idée. Et Béchamp pouvait continuer d'observer les réactions dans ces tubes à essai, parfois pendant des années et des années. Donc vous imaginez son laboratoire qui peut être jonché d'étagères avec des tubes numérotés, datés,
avec un maximum d'explicitation, et tout se faisait à la main à l'époque. Il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui pour faciliter notre travail, bien sûr. Voilà, la deuxième grande propriété des microzymas, c'est qu'ils sont capables de se reproduire avec une vitesse prodigieuse. Mais Béchamp n'a jamais pu expliciter leur mode de reproduction. Les microzymas ont été redécouverts récemment par les géologues et ces géologues ont l'intuition que cette reproduction se ferait par mode sexué. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je n'en sais rien. Il faudra encore explorer, réfléchir et aller chercher beaucoup plus loin pour en savoir un peu plus. Ce sont ces microzymas qui vont s'assembler pour constituer les membranes cellulaires. Et c'est quelque chose que l'on peut observer facilement quand on observe du sang, par exemple. Les globules rouges, habituellement, sont aplatis et avec les bords renflés, ils se groupent par rouleaux, par piles d'assiettes. Eh bien, de temps en temps, on voit un globule rouge isolé qui apparaît en apparence plus petit. En fait, c'est parce qu'il est redevenu sphérique et on observe très facilement à sa surface des saillies qui sont en fait les microzymas qui sont en train de reprendre leur autonomie, de se séparer les uns des autres. On appelle ces cellules, ces globules rouges un peu particuliers, des échinocytes, et c'est tout à fait magnifique de comprendre comment fonctionne la vie. En fait, les membranes cellulaires sont des assemblages de microzymas qui font la ronde en 3 dimensions, et qui s'aplatissent donc pour donner l'étanchéité à la cellule, qui vont créer de façon tout à fait intelligente des différences de concentration en électrolytes à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, ce qui va permettre la mise en place de champs électromagnétiques qui vont pouvoir faciliter les échanges d'un bout à l'autre de l'organisme à une vitesse incroyable, un petit peu comme le TGV magnétique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette invention qui n'a malheureusement pas été mise en œuvre de façon systématique, mais le TGV magnétique, donc ce sont des aimants qui se repoussent, donc il y a un rail en T qui est aimanté, et puis le plancher du TGV avec une rainure qui va se caler dans le T du rail, le plancher donc est magnétisé également, et donc le TGV n'a pas besoin de roues, il est en suspension dans l'air par la puissance de cette énergie magnétique, et puis avec des hélices, on peut le déplacer à une vitesse beaucoup plus grande que nos TGV sur rail d'aujourd'hui, et avec beaucoup plus de sûreté. On peut le faire monter à 600-700 degrés. En fait, il va à la vitesse d'un avion, quoi. C'est tout à fait extraordinaire, quoi. Voilà. Eh bien, c'est la même chose dans notre organisme. Ces différences d'électrolytes entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule vont permettre des échanges d'un bout à l'autre du corps à une vitesse incroyable. Nous savons que le sang met plus d'1 heure pour faire le tour du corps, parce que chaque fois que le sang arrive au niveau des capillaires, chaque globule rouge est obligé de se contorsionner, de se comprimer pour pouvoir traverser le millimètre à la longue, qui est énorme pour lui, c'est l'équivalent d'un kilomètre pour nous, compte tenu des disproportions de taille, pour pouvoir traverser le millimètre de capillaire qu'il a à traverser. En faisant cela, bien sûr, il va libérer les gaz sanguins, récupérer le gaz carbonique à sa sortie, etc. Donc c'est important ce système-là. Mais du coup, le sang est très lent pour circuler à travers le corps. Eh bien, vous savez très bien que si vous mettez un suppositoire d'eucalyptine dans votre ampoule rectale, vous comptez jusqu'à 3 et votre haleine sent l'eucalyptine. Eh bien, ça veut dire que quelque part, quelque chose est passé, mais n'est pas passé par le sang. C'est passé directement de cellule en cellule à une vitesse prodigieuse. Voilà. Donc les microzymas sont capables de construire les cellules. Ces cellules ont une fonction primordiale au sein de l'organisme puisqu'elles permettent les échanges. Les microzymas vont pouvoir assembler ces cellules pour former les organes. Ils vont pouvoir réunir, rassembler l'ensemble d'un organisme complexe, mettre en place tous les réseaux, interconnexions du système vasculaire, du système nerveux, tous ces systèmes de contrôle, d'organisation, d'alimentation, l'intendance, toutes ces choses-là, avec une intelligence extraordinaire. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous regardez un cancer quel qu'il soit, on s'imagine que c'est
un type de cellule, c'est ce que raconte la médecine officielle, que c'est un type de cellule qui n'est plus contrôlé, qui a perdu l'obéissance par rapport au système de fonctionnement global du corps. Mais pourquoi un type de cellule? C'est absolument faux. Il n'y a jamais qu'un seul type de cellule dans un cancer, parce que obligatoirement, s'il y a par exemple un cancer de l'estomac, eh bien il faut qu'il y ait des vaisseaux sanguins, il faut qu'il y ait des nerfs, il faut qu'il y ait toute une infrastructure pour la tendance qui est aussi mise en place par l'organisme, qui est véritablement une bouée de sauvetage parfaitement cohérente, parfaitement fonctionnelle, et donc c'est tout à fait extraordinaire et tout à fait beau, tout à fait remarquable, et c'est certainement pas quelque chose de maléfique, quelque chose qui envahit, comme dans les films d'horreur, vous savez, c'est une espèce de forme gluante qui englobe, qui envahit tout, qui phagocyte tout sur son passage. Bien sûr que non, le cancer n'a rien à voir avec ça, c'est quelque chose de structuré, d'intelligent, et nous le verrons lorsque nous ferons la psychosomatique un peu plus à fond. Voilà, donc le microzyma va pouvoir construire les cellules, il va pouvoir également construire les germes et les démonter, ce qui permet de comprendre une forme de polymorphisme bactérien, et ça depuis bien des années, depuis le 19e siècle, nous savons que des bacilles tuberculeux peuvent devenir des bacilles des colibacilles, mais comment ils le deviennent? En passant par le stade microzyma, c'est-à-dire que l'assemblage des bacilles, des microzymas qui constituent les bacilles tuberculeux vont redevenir microzymas libres et vont ensuite construire des colibacilles ou d'autres bactéries ou des cellules ou n'importe quoi. Ça repasse toujours par le stade microzyma. Ça, c'est important de comprendre ça. Bon, tous ces organes, toutes ces cellules, elles ont besoin d'un squelette, elles ont besoin d'une trame pour maintenir la cohésion de l'ensemble. Cette trame, elle est réalisée par des fibres collagènes et des fibres élastiques qui sont maintenues bout à bout par les microzymas. C'est ce que l'on appelle le tissu conjonctif, le tissu d'emballage qui soi-disant n'a pas d'importance, qui en fait est hyper important. Et sachez-le, à volume égal, du tissu conjonctif est plus solide que du béton armé. C'est quand même pas rien. Et pourquoi il a cette solidité? Eh bien, parce que justement, à chaque croisement de fibres de collagène ou de fibres élastiques, un microzyma est là et a pour fonction d'assurer la cohésion et la solidité du croisement et la solidité de l'ensemble. Donc, c'est extrêmement important. Béchamp a pu démontrer également que ces microzymas sont quasiment immortels, c'est-à-dire qu'on retrouve des microzymas vivants dans de la craie ou du calcaire fossile qui a plus de 12 millions d'années. Et c'est quelque part le cauchemar des aquariophiles. Parce que si vous aimez les poissons rouges ou les poissons exotiques ou des choses comme ça, que vous avez un bel aquarium et que, bien sûr, cet aquarium est bien alimenté en oxygène, en lumière, en nutriments, eh bien, vous allez voir très rapidement cet aquarium envahi par des coquillages qui ont 12 millions d'années, qui sont recréés de nouveau depuis les microzymas qui constituent la litière que l'on met au fond de l'aquarium, qui est à base entre autres de calcaire, de craie, etc. Eh bien, ces microzymas qui sont des coquillages qui s'étaient empilés il y a des millions d'années, ces microzymas sont toujours vivants, sont capables de se réactiver et de se remettre à bâtir des êtres vivants organisés avec l'animal à l'intérieur, pas seulement la coquille. Donc c'est tout à fait étonnant et fabuleux. Alors, comment les microzymas fonctionnent-ils? Comment, dans un être vivant organisé, ils vont pouvoir éventuellement construire un cancer, éventuellement régénérer un organe lésé, éventuellement construire une bactérie? Comment est-ce que les choses se passent? Il faut bien sûr qu'il y ait un coordonnateur de l'ensemble, un contrôle de l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. Et nous le verrons, ce coordonnateur, c'est bien sûr le cerveau. C'est le cerveau qui est notre pilote automatique et qui est véritablement celui qui préside à l'organisation de l'être vivant. Le cerveau doit communiquer avec les microzymas pour leur donner des ordres, pour également recueillir les informations que les microzymas peuvent lui fournir. Comment les choses se passent? Eh bien, nous savons que au niveau de chaque terminaison nerveuse,
partout dans le corps, eh bien, il y a des vésicules qui contiennent des substances, des substrats chimiques ou des transmetteurs neurologiques, des hormones qui sont quelque part des informateurs en quelque sorte, et qui sont des informateurs pour nos microzymas. Et donc, lorsque le cerveau envoie une impulsion déterminée à un endroit particulier du corps par le biais du neurone, du nerf donc, eh bien, certaines substances et pas d'autres vont être libérées selon le mode de l'impulsion envoyée. Et ce sont ces substances libérées dans le milieu ambiant qui vont être lues par le microzyma, qui va ainsi comprendre le travail qu'il a à faire. C'est comme ça qu'on peut expliciter la création de bactéries à un endroit, de cellules normales à un autre endroit, de cellules dites cancéreuses à un troisième endroit, etc., etc. Et tout cela est en lien avec la bioélectronique, c'est-à-dire que nous savons de façon tout à fait évidente que lorsque le milieu est réduit et acide, eh bien les microzymas vont plutôt construire des cellules. Si le milieu est oxydé et acide, il va construire plutôt des bacilles tuberculeux. Si le milieu est alcalin, il va plutôt construire des germes banaux. Voilà. Nous savons aujourd'hui, depuis les découvertes récentes des géologues, qu'il y a au cœur de chaque microzyma un cristal de silicium. Je vous l'ai déjà dit rapidement dans le module de présentation. Eh bien, sachez que ce cristal de silicium est probablement le pivot de la lecture de ces informations dans l'eau environnante, dans l'eau dans laquelle baigne le microzyma, puisque vous le savez, tout corps organisé est constitué essentiellement d'eau, puisque ça représente entre 70 et 80% de la matière vivante chez un adulte. Donc c'est extrêmement important. Et je pense que c'est cette eau informée qui contient toutes les informations, y compris les informations génétiques héréditaires, et non pas les chromosomes ou l'ADN, qui sont en fait plutôt des chaînes de montage et non de nos métabolites. Parce que vous savez que quand vous consommez un œuf, par exemple, il y a du cholestérol, mais c'est pas ce cholestérol que vous allez retrouver dans le sang. Le cholestérol que vous avez dans le sang, c'est celui que vos microzymas auront synthétisé dans votre sang. Ça n'a rien à voir avec le cholestérol ingéré. Voilà, donc le cholestérol ingéré est démonté et reconstruit ensuite, et je pense que c'est grâce à l'ADN qui sert de chaîne de montage. Donc il y a effectivement certaines informations génétiques inscrites dans l'ADN, mais pas dans un but de transmission et pour les générations futures ou n'importe quoi, mais dans un but de l'instant présent et de la mise en place du fonctionnement du corps dans l'instant présent. Voilà, tout ça est extrêmement important à comprendre. Donc, les microzymas sont dans ce milieu ambiant, ils réagissent à des stimuli chimiques ou des neurotransmetteurs, un petit peu comme les fourmis. En fait, on peut comparer le corps organisé à une immense fourmilière. Nous savons que l'ouvrière, la fourmi ouvrière, n'est pas une entité en soi, c'est la fourmilière qui est l'entité. Et chaque fourmi reçoit les informations de ce qu'elle a à faire par des stimuli chimiques qui sont déposés par d'autres fourmis, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, on peut considérer que c'est un peu comme ça que fonctionnent les microzymas à l'intérieur de notre organisme. Donc, c'est absolument fabuleux, extraordinaire de comprendre toutes ces choses-là. Voilà, donc si vous avez compris cette influence du terrain, c'est-à-dire de la qualité du milieu intérieur, pour que le microzyma soit fabrique des bactéries, des bacilles tuberculeux, des cellules normales ou des cellules cancéreuses, eh bien, vous rejoignez les conclusions de Pasteur sur son lit de mort, où il dit « le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Et oui, c'est le terrain qui va permettre la vie, qui va permettre la santé, qui va permettre absolument l'épanouissement et toutes ces choses-là. Et le microzyma est l'ouvrier de la vie, il est le bâtisseur de la vie, il est le fondement majeur de la vie. Et malheureusement,
Pratiquement personne n'en parle aujourd'hui, il est totalement méconnu. Donc les géologues les ont redécouverts dans les années 90-2000, ils les ont baptisés nanobes ou nanobactéries, mais quelque part ça n'a pas intéressé les biologistes parce que il n'y a pas d'avancée en ce domaine. Lorsque nous voulons essayer d'y travailler, de faire des expériences et tout ça, on nous demande des sommes faramineuses pour pouvoir disposer pendant 24 heures d'un microscope électronique. On nous demande jusqu'à 5 à 6 000 euros par jour. Je ne sais pas si vous imaginez le budget qu'il faudrait avoir pour pouvoir faire ce travail-là. Et puis, il nous faut vivre aussi. Et puis, c'est dommage parce que il est clair que Béchamp a fait un travail colossal sur les microzymas, que j'ai résumé dans un livre qui est à votre disposition sur notre site, bien sûr. Mais il faudrait continuer, il faudrait poursuivre. Nous savons que Gaston Naessens les a redécouverts, les a baptisés somatides. Ne connaissant pas Béchamp, il a imaginé tout un cycle de la somatite, tout ça qui est complètement absurde et qui n'a pas de sens. Et c'est dommage, quelque part, s'il avait connu Béchamp, il aurait pu faire des progrès énormes. Je vous signale quand même une petite chose intéressante. Béchamp a pu démontrer que le microzyma est conscient du milieu dans lequel il vit, il est du milieu auquel il appartient. Et par conséquent, quand un microzyma arrive dans un organisme qui n'est pas le sien, il s'en va. Et c'est l'immense problème des greffes. Lorsque vous greffez un organe étranger à un individu, eh bien, cet organe étranger, on dit qu'il est rejeté. C'est pas vrai, il n'est pas rejeté, c'est l'organe qui veut s'en aller. C'est les microzymas qui constituent l'organe qui veut s'en aller. Et c'est pas un rejet, c'est simplement quelque part parce que les microzymas correspondants savent qu'ils ne sont pas chez eux, ils n'ont rien à faire ici. Et donc ils repartent. Et pour qu'une greffe puisse tenir, déjà, la priorité des priorités, c'est que l'individu qui a été greffé parle à ces microzymas étrangers et leur demande de rester, en leur expliquant qu'il a besoin d'eux. Mais bon, le système des greffes, ça relève d'une problématique déontologique d'une gravité absolue, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on fait des prélèvements d'organes chez des gens qui ne sont pas encore morts, et quelque part qui pourraient peut-être retrouver la vie, et quelque part donc c'est de l'euthanasie, c'est une forme d'euthanasie particulièrement grave, et les médecins s'arrogent le droit de tuer, de prélever des organes comme ça. C'est pas très sérieux quelque part. Hein. Bon, imaginons par exemple, la greffe du rein, c'est quelque chose de beaucoup plus acceptable puisqu'on a deux reins et on peut très bien vivre avec un seul rein. Si une personne a absolument besoin d'un rein, on peut lui offrir un de nos deux reins. Et comment faire pour que ces cellules greffées puissent rester dans l'organisme? Eh bien, Gaston Naessens nous donne une réponse. Il nous donne une réponse, il a fait une expérience avec des lapins. Il a utilisé un lapin noir et un lapin blanc. Et il a prélevé un peu de sang de chaque lapin et il en a extrait les microzymas, qu'il appelle somatides, peu importe. Hein. Il en a extrait les microzymas. Et il a donc extrait suffisamment de microzymas, il en a injecté quelques-uns du lapin noir au lapin blanc et du lapin blanc au lapin noir tous les jours pendant quelques semaines. Et puis, au bout de quelques jours, il a prélevé un carré de peau. Alors, ce qui est amusant, c'est que les deux lapins sont devenus gris tous les deux. Ils n'étaient ni noirs ni blancs, ils étaient devenus gris. Ensuite, il a prélevé un carré de peau d'un des deux lapins et il l'a greffé. Et inversement, il a greffé sur l'autre lapin. Et là, les greffes ont tenu parfaitement, ont pris immédiatement et n'ont posé aucun problème de tolérance. Vous voyez, quelque part, il y aurait peut-être là une clé pour le futur de la vie et pour certaines greffes qui sont acceptables, d'autres ne le sont pas, à mon avis. Hein. Greffe de poumon, greffe de cœur, toutes ces choses-là, à mon avis, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable, à moins qu'il y ait vraiment démolition totale du cerveau, mais sinon, c'est pas acceptable. Hein. Bon. Basta. On va pas rentrer dans ces détails déontologiques, c'est pas le but du jeu. Voilà. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que ces microzymas, ils sont le rouage essentiel de la vie, ils sont à la base de la vie, et on ne pourra rien faire de sérieux à quelque niveau que ce soit pour accéder à une santé parfaite si on ne passe pas par ce rouage essentiel. Et nous le savons.
et nous l'expérimentons depuis plus de 30 ans ici avec Brigitte, mon épouse, eh bien, nous le savons, ces microzymas ont besoin d'un certain nombre de conditions pour fonctionner correctement. Quelles sont ces conditions? Eh bien, il faut d'abord une nutrition équilibrée, intelligente. Nous devons impérativement faire attention à ce que nous mangeons. Lorsque nous mangeons un aliment quel qu'il soit, il contient des microzymas. Ces microzymas, bien sûr, ne sont pas chez eux. Ils vont repartir dans les matières, ils vont être évacués, ils ne vont pas être assimilés par votre organisme. Mais ces microzymas ont des informations. Ces informations, ils peuvent éventuellement vous les transmettre. Et imaginez que vous consommez la viande d'un animal qui a été martyrisé, élevé en batterie, ou traité comme un objet sans âme, sans la moindre trace d'intelligence. Eh bien évidemment, vous allez ingérer la souffrance de cet animal. Et par conséquent, ça va influer de toute évidence sur votre vie. Et il en est ainsi pour tout ce que vous allez ingérer, toute votre alimentation est importante. Donc, si vous êtes dans le respect, si vous êtes dans l'accueil, dans la gratitude, eh bien, tout se passera infiniment mieux. Donc, votre disposition d'esprit est très importante. Il faut savoir éventuellement demander pardon. Si vous voulez manger de la viande, demandez pardon à l'animal, quelque part, de lui avoir pris sa vie. Mais le faire avec gratitude, le faire avec bienveillance, voilà, toutes ces choses sont importantes. Le psychisme est très important et va influer sur vos microzymas. Bon, les microzymas ont besoin de carburant. Le carburant des microzymas, que cela plaise ou non aux uns ou aux autres, c'est le sucre. Et le sucre n'est pas mauvais, c'est pas une drogue, contrairement à ce qu'on entend dire ici ou là. Tout ça, ce sont des absurdités. Le sucre, c'est notre carburant. Dire que le sucre est mauvais pour la santé, ça veut dire que l'essence est mauvaise pour la voiture, c'est du n'importe quoi. Nous avons besoin de sucre et chaque fois que les microzymas ont un énorme travail à faire, je recommande de consommer du sucre le plus pur possible. Et le sucre qui est le plus pur possible, qui est utilisé par nos microzymas, c'est le glucose pur. Où est-ce qu'on trouve du glucose pur? C'est dans les bonbons. Donc, toutes les personnes que nous avons accompagnées depuis des dizaines d'années avec Brigitte, eh bien, ce sont des personnes à qui nous avons recommandé, en phase de maladie, en phase de réparation, lorsque leurs microzymas ont besoin de beaucoup d'énergie, on leur a recommandé de consommer un bonbon tous les quarts d'heure. Et on a une réponse instantanée parce que nous le savons, la douleur n'est pas là. Bon, il y a certaines douleurs comme les sciatiques qui sont des pathologies, qui sont l'expression des souffrances. Mais la plupart du temps, la douleur intervient dans la phase de maladie et elle intervient pour nous dire que quelque chose ne va pas. Parce que vous n'avez pas consommé suffisamment d'aliments, parce que vous n'avez pas bu suffisamment d'eau, parce qu'il vous manque des vitamines ou parce qu'il vous manque du sucre. Eh bien, énormément de douleurs disparaissent spontanément dès lors que ces personnes consomment un bonbon tous les quarts d'heure. Donc, vous voyez que c'est pas pour rien. Il y a une réalité biologique évidente, de bon sens derrière tout ça. Nous avons besoin de sucre. Évidemment, en temps normal, quand vous êtes en bonne santé, c'est pas nécessaire de manger du sucre raffiné ou des bonbons, bien évidemment. Mais quand vous êtes malade, oui. Ça peut être nécessaire de consommer du sucre raffiné et de préférence des bonbons qui est encore plus proche et qui évite, et qui facilite le travail de vos microzymas. Parce que si vous consommez un sucre qui n'est pas raffiné, vos microzymas sont obligés de le raffiner. Et ils peuvent pas en même temps réparer une pathologie et raffiner. Donc ils perdent de l'efficience. Et c'est dommage. Voilà. Donc, les microzymas ont besoin d'eau, ils ont besoin de nutriments, de l'eau, bien sûr, éviter les eaux javélisées. Ça, c'est important. Il faut absolument éviter tout ce qui est javélisé, qui est enrichi en aluminium, comme la plupart des eaux du robinet. Bon, ce qui veut pas dire non plus qu'il faut manger de l'eau en bouteille de verre. Là, il faut préférer les filtres à osmose inverse ou les nanofiltres, des choses comme ça qui vous permettent d'avoir une eau de qualité sans passer par
par la pollution de la planète, par le plastique, bien évidemment. Hein. On est clair là-dessus. Donc de l'eau propre de préférence, des aliments de qualité et des aides qui n'ont pas été maltraitées. Il faut consommer du sucre sous une forme ou une autre, des sucres lents, des sucres rapides, peu importe, quand vous êtes bien, mais quand vous êtes malade, des sucres rapides et du glucose de préférence. Et puis, il faut consommer des vitamines. Et vous avez besoin d'un certain nombre de vitamines. Vos microzymas ont besoin d'un certain nombre de vitamines pour bien fonctionner. Et alors, pendant très très longtemps, j'ai cru que la vitamine C était la panacée. Et c'est vrai que aux États-Unis, des études ont été faites où on inoculait à des animaux des quantités monumentales par voie intraveineuse, intra-artérielle ou intrapéritonéale. On inoculait des quantités monumentale de vitamine C. Alors attention, de vitamine C tamponnée, pas d'acide L-ascorbique tel qu'il est. Donc on inoculait à ces animaux de la vitamine C en quantité énorme, et cette vitamine C permettait la fonte plus ou moins partielle des tumeurs, jusqu'à 50% de la tumeur qui pouvait diminuer, qui pouvait disparaître. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que la vitamine C suffisait à elle seule pour obtenir ces résultats. Et puis la pratique m'a montré qu'il n'en était rien, que la vitamine C que nous ne savons pas synthétiser, donc vis-à-vis de laquelle il faut se complémenter obligatoirement, eh bien cette vitamine C avait besoin d'accessoires, elle avait besoin de soutien. Et ce qui apporte le soutien à cette vitamine C, ce sont les vitamines du groupe B. B comme Berthe. Hein. Et ça, c'est très important de comprendre que les vitamines du groupe B vont potentialiser le travail des microzymas. Alors attention, petite parenthèse, ce qu'on appelle la vitamine B17, c'est du cyanure. Donc c'est un poison toxique. Il ne faut jamais utiliser la vitamine B17, sinon vous rentrez dans le système des chimiothérapies officielles. Hein. Voilà. Donc les vitamines B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B12, B9, etc. Toutes ces vitamines sont absolument essentielles pour la vie, et si elles sont prises en quantité suffisante et en proportion suffisante, elles vont permettre aux microzymas des prouesses absolument exceptionnelles, entre autres pour faire fondre les tumeurs, surtout si, bien sûr, si elles sont couplées à un minimum de vitamine C. Lorsqu'il y a une tumeur, il faut prendre au moins 20 grammes par jour de vitamine C par la bouche, et sous forme d'acide L-ascorbique, et prendre un complexe de vitamine B suffisamment dosé et en quantité très importante. Et là, nos microzymas vont être capables de travailler avec une efficience tout à fait remarquable, et ça vaut vraiment la peine. Et puis, la vitamine C agit de façon tout à fait bénéfique sur les microzymas dans tous les milieux hydriques, mais il y a aussi des microzymas dans des milieux lipidiques, et là, ils ont besoin d'une autre vitamine qui est la vitamine E naturelle. Je dis bien naturelle, c'est pas celle que l'on trouve en pharmacie. La vitamine E de pharmacie, c'est un poison, il ne faut pas l'utiliser, c'est du chimique, c'est dégueulasse, et ça détruit le foie, donc il faut surtout pas l'utiliser. Hein. Mais la vitamine E naturelle en quantité suffisante, pas les 15 mg qui sont recommandés par les officiels, mais de l'ordre de 500 mg à 1500 mg par jour, permettent une conservation bien meilleure de la mémoire, un fonctionnement beaucoup plus harmonieux de l'ensemble de vos articulations et des grosses articulations en particulier. Elles permettent une peau en bien meilleur état, elles évitent les rides en particulier, et la peau, les fanères, les ongles, les cheveux, etc. Et puis la vitamine E, c'est important aussi, permet la bonne fluidité à l'intérieur de vos artères. Elle permet la dissolution des plaques d'athérome lorsqu'il n'y en a plus besoin. Nous verrons plus tard que les plaques d'athérome ont une fonction extrêmement importante. Ce sont quelque part des échafaudages qui permettent la réparation de l'intérieur des artères. Mais lorsque ces échafaudages n'ont plus de raison d'être, parce que l'artère est réparée, ils devraient se dissoudre. Or, dans certains cas, ils ne se dissolvent pas, parce que nous sommes en carence de vitamine E. Et donc, il faut consommer la vitamine E en bonne quantité. Autre chose dont les microzymas ont absolument besoin, en plus des vitamines, c'est la silice. Nous savons maintenant, depuis les découvertes des géologues,
que au cœur de chaque microzyma, il existe un cristal de silice, eh bien, chaque jour, nous perdons des millions de microzymas par les matières fécales, par la bile, par les urines, par les transpirations, par les gouttelettes de fluide, etc. Eh bien, il faut pouvoir remplacer ces microzymas qui sont partis, et donc pour cela, ça ne pose aucun problème. Les microzymas se reproduisent très rapidement, mais ils ont besoin de silice d'excellente qualité, et il est clair que l'alimentation d'aujourd'hui n'en apporte pas tout à fait suffisamment, et donc il est bon aussi de se complémenter en silice. Voilà, donc nous travaillons depuis plus de 18 ans maintenant avec Brigitte, 18 ans, 17 ans avec Brigitte sur l'accompagnement de malades. Je travaillais seul avant de la rencontrer bien sûr, et nous avons pu constater à maintes reprises que si nous tenons compte de ces réalités de la vie, de la psychosomatique, des microzymas, des apports alimentaires, des vitamines et tout ça, nous pouvons permettre véritablement aux malades d'aller vers leur guérison. Alors ça implique bien évidemment, parce que la pathologie, c'est l'expression d'une souffrance, c'est donc un problème d'ordre psychologique et spirituel, donc ça implique bien sûr d'avoir fait préalablement ce travail psychologique et spirituel, mais une fois que ce travail psychologique et spirituel est terminé, eh bien le processus de guérison en général se met en route, et si nous tenons compte de cette réalité biologique, de ces besoins inhérents à la vie, eh bien la guérison est facile à obtenir et elle est parfaite, et on peut revenir à une véritable santé. Voilà, je crois qu'on a bouclé la boucle et que vous avez le minimum d'informations nécessaires pour aller plus loin en psychosomatique et découvrir maintenant le sens profond des pathologies et des maladies. Oui. Regarde ce globule rouge, regarde-le de près. Oui, oui. Si on joue sur la profondeur, tu vois, Il est bordé de microzymas. en fait, c'est un globule rouge qui est en fin de vie. Ah oui? Si tu regardes le volume par rapport aux autres, les autres sont plus larges parce Oui, qu'il redevient sphérique Oui, et il va se démonter. C'est-à-dire que les microzymas qui constituent la paroi oui. vont se séparer et reconstruiront d'autres globules rouges plus loin. D'accord, C'est un globule rouge usagé. d'accord. Hein, c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il n'y a pas de multiplication cellulaire, en fait. Ce sont les microzymas qui se multiplient et qui bâtissent les cellules. Qui se réorganisent. Tu vois, regarde là. On les voit bien. Oui, 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 oui. Ils sont en train de se détacher les uns des autres. Donc les médecins officiels appellent ça des échinocytes. Oui, C'est les globules rouges en fin de vie. d'accord. Voilà, il faut bien comprendre que les cellules ne sont pas la base de la vie. La base de la vie, c'est le microzyma. D'accord. C'est-à-dire tous ces petits grains qui se baladent partout. Alors ça se voit très bien sur fond noir. Si tu mets sur fond blanc, je vais te montrer, Ça n'a plus rien à voir. c'est beaucoup plus difficile de les voir. Ah oui, oui. C'est pour ça que... Alors eux, ils ne connaissent pas le fond noir en France. Ah oui, oui. C'est inconnu. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et pour cause, on les voit quand même un peu, mais c'est difficile, quoi. Oui, oui. On les voit par-ci, par-là. Mais ils font comme si ça n'existait pas. Et, ah oui, ça serait amusant d'essayer d'autres types d'éclairage. Oui, Toujours bien sur sûr. fond noir. Toujours sur fond noir. Le fond noir est un très bon système parce que ça éclaire par le côté. Oui, Donc les microparticules sont bien oui, visibles. oui, oui. Bon, après, il y a d'autres systèmes d'éclairage, c'est sûr. Bon, je pense que Béchamp, je ne sais pas avec quoi il travaillait. À mon avis, sur fond clair. On les voit un peu, quoi. Moi, je ne vois rien, mais enfin bon, Ici, ici, ils apparaissent, ils disparaissent selon la profondeur du oui, champ, quoi. oui, oui. Bah, c'est sûr, la différence avec le fond noir est énorme, quoi. Hein. Bien sûr, oui. Quand tu vois le fond noir, là, tu les vois super Fond noir. bien. Ouais, on voit très bien, oui. Mais comme ça ne doit pas être vu, le microscope à fond noir n'existe pas en France. Enfin, si, ça existe, mais bon, on ne sort pas tous les jours. Ah non, non, mais personne ne connaît. Hein. Oui. Tu parles à des biologistes officiels, ils ne connaissent pas.